Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et pour nous parler des castors, un spécialiste de cet animal. Bonjour Paul Hurel. Bonjour. Paul, vous êtes responsable du programme Castor pour l'Office français de la biodiversité. C'est un petit animal fascinant que vous connaissez très bien. Le castor semble faire son grand retour en France sur nos rivières et nos fleuves. Oui, tout à fait. Alors c'est quand même le plus gros rongeur d'Europe, donc c'est un petit animal, mais qui fait quand même 1m20, 1m30 de longueur et dans les 20-25 kg, donc c'est assez gros, c'est bien plus gros que le ragondin. En tout cas, il y a souvent de la confusion, mais effectivement, c'est une espèce qui revient sur l'ensemble du territoire national et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, et on le retrouve sur quasiment une soixantaine de départements en France aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique justement que le castor a réussi à faire son retour après avoir quasiment disparu de France ? Eh bien, en fait, on a eu, tout d'abord, il y a eu des réintroductions. En fait, au début du XXe siècle, il y avait à peu près une centaine d'individus qui étaient comptabilisés dans la basse vallée du Rhône. Et entre les années 1960 et 1990, grâce à des naturalistes, il y a eu des réintroductions. Ils ont donc été chercher des castors dans cette basse vallée du Rhône. Ils les ont réintroduits en parallèle de cela, à partir de 1968, il y a eu une protection de l'espèce au niveau national, au niveau réglementaire. Et donc, grâce à ces réintroductions et cette protection, on a aujourd'hui le retour du castor sur les différents fleuves, rivières ou étangs du pays. Comment le castor vit-il ? J'imagine que c'est un animal qui a besoin quand même d'un territoire assez vaste pour s'installer. C'est une espèce qui est territoriale et qui va vivre en famille. Donc, on ne parle pas vraiment de surdensité de castors. On va avoir les deux adultes fidèles. Et puis, chaque année, il y aura deux jeunes qui vont naître. Donc, globalement, on aura des familles de 6 à 7 individus. Et ça va se répartir en gros sur 300 à 500 mètres de linéaire de cours d'eau. Donc, c'est des territoires qui restent assez faibles par rapport à d'autres espèces de mammifères. Ces castors, ce sont des constructeurs absolument incroyables. Ce n'est pas un mythe, ça, le castor qui construit des barrages, qui laisse vraiment son empreinte dans le paysage. Tout à fait. Non, on a souvent cru en France il y a en fait deux espèces de castors dans le monde. Il y a le castor d'Europe et le castor canadien. Et c'est vrai que depuis il y a environ 30 ans, on disait souvent que c'était le castor canadien qui construisait des barrages, des huttes au Canada. On avait l'image d'Épinal du castor là-bas, mais en fait en France, le castor d'Europe en fait tout autant. On retrouve aussi des constructions pour son gîte, avec des branches qu'il va lui-même couper et placer au-dessus de sa chambre, au-dessus de son terrier, donc pour constituer un terrier-hutte. Et il va aussi donc créer des barrages sur des plus petits cours d'eau. Et en fait, on ne trouvait pas trop de barrages en France jusqu'aux années 2000 à peu près, puisque le castor était principalement présent sur des grands fleuves ou des rivières où il y avait des profondeurs d'eau suffisantes pour lui. Et désormais qu'il recolonise de plus en plus des petits affluents où les profondeurs d'eau sont parfois insuffisantes pour lui, et il se met à effectivement bâtir de plus en plus de barrages. Oui, parce qu'en fait, quand il fait ses barrages, ce castor, il ne fait pas ça juste comme ça. Il y a une vraie raison derrière. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qui contribue à dire que le castor est un ingénieur des écosystèmes, c'est que le castor va vraiment avoir cette volonté de créer un barrage pour avoir un niveau d'eau qui soit permanent, nous dirons, tout au long de l'année, et principalement au moment de la période de reproduction, car souvent le terrier sera en amont d'un barrage, et le fait que le niveau d'eau soit assez haut tout au long de l'année, ça va lui garantir en fait que l'entrée de son terrier soit immergée. Il a un stimulus en fait à souhaiter éviter en fait qu'un prédateur ne puisse venir mettre à mal sa reproduction ou toute autre zone de stress, on va dire. Donc du coup, l'entrée du terrier sera immergée. Donc ça, c'est une des premières causes de création d'un barrage. Et la deuxième, ça va être de pouvoir aussi nager sur d'autres zones que sur le principal cours d'eau. Donc il va faire monter le niveau d'eau et pouvoir atteindre d'autres zones d'alimentation. Est-ce qu'il est capable de s'attaquer à n'importe quel arbre ? Quelles sont ses capacités d'aller rogner les arbres ? Alors effectivement, c'est un rongeur. Donc déjà, il y a cette poussée de dents continue qui fait qu'il va effectivement avoir ce besoin de ronger. Et donc principalement en termes d'alimentation, l'espèce est herbivore. Donc elle va consommer à peu près 2 kilos d'herbacées, de ligneux par jour. Et ça va être principalement sur des espèces de bois tendres qu'on retrouve le long des cours d'eau, comme le saule, l'aulne, le peuplier. Et parfois, il peut s'attaquer quand même à d'autres arbres un peu plus
nous dirons dures, comme le chêne. Il peut arriver qu'on observe des écorchages sur d'autres essences, mais principalement, voilà, les coupes sont quand même sur des bois plutôt tendres qui sont à proximité des cours d'eau. Donc finalement, quand ils s'attaquent aux arbres, c'est d'une part pour manger et d'autre part pour construire. Tout à fait, c'est exactement cela. Et donc du coup, souvent, on peut voir des indices de présence de l'espèce le long des cours d'eau en France. L'espèce est nocturne, donc c'est assez rare de la voir en pleine journée. Par contre, on peut la voir sur certains sites en affût en fin de journée, au début du matin. Mais après, autrement, ce qu'on va voir effectivement sur le terrain, ce sera des indices de coupe. Donc on verra ces arbres coupés avec cette trace de dents caractéristique sur l'arbre, et puis une fois l'arbre tombé, il va écorcer et consommer le feuillage, les jeunes pousses, et puis utiliser certaines branches, voilà, pour construire son terrier-hutte ou construire ses barrages. Alors justement, parlez-nous du terrier-hutte du castor, parce que là encore, on est face à une construction assez intéressante et surprenante. Oui, tout à fait. Donc le castor va construire un gîte, donc il sera toujours à l'intérieur de la berge. Il va vraiment créer une entrée en dessous du niveau de l'eau pour permettre cet accès immergé. Et ensuite, une fois que cette entrée est creusée, donc soit il peut utiliser des infractuosités qui sont déjà préexistantes, soit il peut lui-même les creuser. Et donc l'entrée sera sous le niveau de l'eau, et ensuite, une fois l'entrée réalisée, il va faire un couloir qui va sous la berge lui permettre de remonter au-dessus du niveau d'eau et ensuite arriver sur sa chambre. Car l'idée pour lui, c'est que sa chambre soit au sec, qu'elle soit un peu au-dessus du niveau de l'eau. Oui, bien sûr. Ça lui demande quand même d'avoir une berge qui soit, un minimum au-dessus du niveau de l'eau, autour du cours d'eau ou de l'étang où il se trouve. Et donc ensuite, une fois qu'il va avoir créé sa chambre, il pourra aussi ramener des branchages pour créer une litière qui lui permettra d'être plus à l'aise, nous dirons, pour les phases de repos, et aussi amener quelques branchages pour de l'alimentation qui peut aussi arriver en journée. Et donc cette chambre qu'il aura donc toujours dans le sol, parfois ça s'approche trop près de la surface de la berge, et donc auquel cas il peut créer justement une hutte par-dessus le terrier en ramenant également des branches qu'il a lui-même coupées. Et à ce moment-là, on a un terrier et une hutte, et ça compose le terrier-hutte. Mais on peut aussi trouver parfois juste un simple terrier. Il n'aura pas la nécessité de créer une hutte sur le dessus. Ou parfois, on peut trouver aussi dans des zones plutôt de marais, tout simplement une hutte où là, la terre est vraiment engorgée d'eau, donc il n'arrive pas à creuser finalement, et sa chambre ne peut pas être vraiment au sec. Et donc, auquel cas, il va créer une hutte aérienne, entre guillemets. Et ça, ce qu'on retrouve dans des zones de marais. On en a par exemple dans les Ardennes, donc des très beaux paysages. Et ces castors vivent donc en famille au sein de ce terrier-hutte. Voilà, tout à fait. Donc la chambre peut être assez grande, mais ça reste quand même des zones. C'est grand et petit à la fois. En fait, pour nous, ça fait un peu petit, mais pour le castor, c'est suffisant en tout cas, parce qu'on va y retrouver les deux adultes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont fidèles, et les deux subadultes, donc les deux jeunes qui étaient nés l'année d'avant. Et chaque année, entre mai et juin, il y aura deux autres jeunes, on appelle ça des castorins, qui vont naître. Donc au maximum, pendant la période estivale, en gros, on peut avoir 6 individus sur un même territoire. Et puis en chaque fin d'année, nous dirons les subadultes, donc les adolescents, entre guillemets, si vous faites une comparaison avec l'espèce humaine, vont partir en quête de nouveaux territoires. Donc surtout si on se promène sur des berges et qu'on aperçoit une construction qui peut ressembler à une construction de castor, on n'y touche surtout pas parce qu'il s'est donné énormément de mal pour construire sa maison. Exactement, il faut savoir que le castor, donc l'animal, est protégé depuis 1968, mais il y a également une protection de tout ce qui, entre guillemets, sert au bon déroulé de son cycle de reproduction, donc à savoir le terrier-hutte, le gîte, où il va se reproduire, et également les barrages qui vont donc avoir cette utilité, comme je vous le décrivais tout à l'heure, de garder l'entrée de son terrier immergé. Une dernière question, Paul Hurel. Comment on le distingue du ragondin? Parce que souvent, les gens confondent castor, ragondin, alors que ça n'a rien à voir. Oui, alors déjà, au-delà de la taille, effectivement, le castor est 2 à 3 fois plus gros qu'un ragondin. Un ragondin, ça fera 10 kilos grand maximum, un castor entre 20 et 25, voire un peu plus kilos. Mais après, vraiment, la caractéristique, c'est cette queue sur le castor, qui est donc une queue plate, avec un aspect écailleux. On dirait vraiment qu'il y a des écailles de poisson dessus, mais ça n'en suit pas. C'est vraiment le derme qui a cet aspect visuel. Et donc, alors que le ragondin, lui, a une queue cylindrique comme un rat, tout simplement. Donc ça, c'est une des premières choses qui permet vraiment de distinguer le castor et le ragondin. Et quand ils sont à la nage, par contre, là, on a un peu plus de difficulté à voir la queue.
Donc là, c'est bien s'il peut y avoir une photographie, de nous envoyer une photo ou à des associations naturalistes, et puis l'expertise sera faite. Eh bien, merci infiniment, Paul Hurel, pour toutes ces explications. Merci de nous avoir permis de découvrir ce petit animal absolument fascinant et d'avoir partagé du castor au sein de nos berges. Allez, Avec à nouveau, plaisir. merci Paul. À nouveau, une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques.